Bonjour, dans le chapitre précédent, nous avons vu comment reconnaître des espèces organiques, comment les nommer. Maintenant, dans ce chapitre, nous allons voir comment synthétiser des espèces chimiques organiques. En premier, nous expliquerons ce qu'est une synthèse organique, c'est-à-dire en fait tout simplement une transformation chimique qui va permettre de fabriquer une nouvelle espèce qui nous intéresse, et nous verrons surtout quelles sont les étapes d'un protocole expérimental à suivre, quelles sont les conditions de sécurité à respecter, comment est-ce qu'on vérifie qu'on a bien obtenu la bonne espèce et est-ce que la synthèse est intéressante à faire au niveau économique en calculant ce qu'on va appeler le rendement de la synthèse. Donc, une synthèse correspond à l'obtention d'une espèce chimique à l'aide d'une transformation chimique pouvant mettre en jeu une ou plusieurs réactions chimiques. En fait, donc, le but d'une synthèse, c'est de fabriquer quelque chose, de le fabriquer et évidemment de le récupérer. Ça se fait expérimentalement et on va utiliser une transformation chimique. Je vous rappelle qu'une transformation chimique, c'est une transformation pour laquelle il y a apparition d'au moins une nouvelle espèce, par opposition à transformation physique qui peut s'associer par exemple uniquement à un changement d'état. Donc la synthèse organique, en proprement dit, va se dérouler en 3 étapes. La première étape, c'est la réalisation de la synthèse. C'est-à-dire la réalisation de la transformation chimique en elle-même. On va introduire les réactifs et on va fabriquer le nouveau produit. Ensuite, le problème, ça va être de récupérer ce produit parce que à la fin de la première étape, il est mélangé avec les réactifs, il est mélangé avec les solvants, les réactifs qui peuvent rester, avec également un autre produit de la réaction qui a pu être fabriqué mais qui ne nous intéresse pas. Donc la deuxième étape va consister en l'isolement et la purification du produit. Ce qui va donc permettre l'isolement de le récupérer lui tout seul et la purification d'enlever les impuretés. Bien évidemment, une fois qu'on a fait ces 2 étapes-là, normalement on a récupéré le produit qu'on cherchait à obtenir. J'ai bien dit qu'on cherchait à obtenir. Donc la dernière étape va forcément être l'analyse du produit qui va nous permettre de vérifier si l'espèce chimique synthétisée est bien la bonne et également de vérifier s'il n'y a pas des impuretés qui pourraient être potentiellement dangereuses. Donc pour réaliser certaines de ces étapes, le chimiste va toujours devoir faire des choix. Alors pourquoi est-ce qu'il fait des choix ? Tout simplement parce qu'en général, il n'y a pas qu'un seul procédé de synthèse qui existe, il n'y a pas qu'un seul montage à choisir, il n'y a pas qu'une seule méthode pour obtenir un produit qui nous intéresse. Donc en fait, le chimiste, il va choisir le protocole qui va lui permettre d'avoir le meilleur rendement. Pourquoi le meilleur rendement ? C'est-à-dire qu'avec les produits, les espèces dont il dispose, il veut fabriquer le plus de produits possible. Tout simplement pour une raison économique, pour éviter qu'il y ait trop de gaspillage par rapport aux réactifs. Donc le premier choix sera toujours d'avoir le meilleur rendement. Ensuite, bien évidemment, il va réduire les coûts et l'impact sur l'environnement.
Et bien évidemment, on doit travailler dans des bonnes conditions de sécurité. Le chimiste va donc choisir quels sont les réactifs, quelles sont leurs quantités qu'il va devoir introduire pour que la réaction elle se fasse le plus totalement possible pour avoir le meilleur rendement, le montage expérimental qu'il va devoir utiliser, quel système de verrerie, quel système de filtration, est-ce qu'on pèse, quel système pour prélever. Est-ce qu'on utilise ou non un catalyseur? Parce qu'un catalyseur, ça va servir à augmenter la vitesse de la réaction. Un solvant, est-ce qu'il y a certaines espèces à dissoudre ou est-ce qu'elles sont toutes dans la même phase? Est-ce qu'il faut chauffer ou non? Si on chauffe, comment on fait? Jusqu'à quelle température? Combien de temps? Est-ce que pour la sécurité, il faut des gants? Est-ce qu'il faut uniquement des lunettes? Est-ce qu'on va avoir une hotte? Toutes ces questions, le chimiste va donc se les poser. Donc maintenant, nous allons voir donc étape par étape les différentes étapes d'un protocole et commençons par la première étape, la transformation des réactifs. Bien évidemment, pour réaliser tous ces choix, eh bien, on va s'appuyer sur la lecture de pictogrammes de sécurité, sur la lecture d'étiquettes également, et c'est absolument nécessaire, c'est ce que vous notez. Pour réaliser donc la première étape de transformation des réactifs, on va utiliser un montage expérimental qui porte le nom de montage de chauffage à reflux. Ce montage est schématisé ici, donc nous allons nommer le différent matériel qui le constitue et ensuite expliquer comment ça marche. Donc en commençant par en bas, ici nous avons une potence. Donc la potence, c'est le support qui va permettre de tenir le montage et d'empêcher qu'il tombe. Là, vous avez une noix de fixation avec une pince de fixation qui va tenir fermement le ballon. Donc vous pouvez écrire ici pince de fixation. Alors, reprenons le montage maintenant que nous avons vu les éléments qui permettent de le maintenir droit et vertical. Nous avons en premier un support élévateur. Ce support élévateur est un élément de sécurité, il ne faut jamais l'oublier. Au-dessus de ce support élévateur, donc vous avez un chauffe-ballon dont le rôle, comme son nom l'indique, va être de chauffer le ballon et ce qu'il contient. Donc ici, vous avez un ballon qui va contenir le mélange réactionnel. Ici, à ce niveau-là, vous avez un réfrigérant à eau. Alors, pourquoi à eau? Eh bien, tout simplement, vous voyez deux petits tubes, ici et ici. Ces tubes, ils vont contenir de l'eau. Là, il y a de l'eau qui va rentrer. Là, on va avoir l'entrée d'eau. Et là, on va avoir la sortie d'eau. L'eau va s'écouler à ce niveau-là, dans la double paroi du réfrigérant. Les vapeurs, elles, vont monter au milieu du réfrigérant. Elles vont rencontrer donc des parois refroidies, mais elles ne se mélangent en aucun cas à l'eau. Ici, on va donc avoir une entrée d'eau froide, et ici, on va avoir une sortie d'eau tiède, puisqu'il va y avoir un échange thermique au niveau de la paroi à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand on chauffe avec le chauffe-ballon, on va porter à ébullition, on va augmenter la température du mélange réactionnel. Quand on augmente la température, on porte à ébullition une partie des espèces chimiques qui vont alors s'évaporer et vont passer à l'état gazeux, donc sous forme de vapeur. Elles vont donc monter dans le réfrigérant. Le réfrigérant est ouvert à ce niveau-là pour qu'il n'y ait pas de surpression à cause justement de la fabrication de ces vapeurs. Donc les vapeurs montent et quand elles arrivent ici, elles vont se retrouver au contact d'une paroi qui est froide, qui est refroidie par l'eau. Donc automatiquement, eh bien, les vapeurs voient leur température diminuer, elles vont donc se condenser et retomber dans le mélange réactionnel. Alors le chauffage, il permet au mélange, à la transformation de se faire le plus vite possible, puisque en fait on dit que la température est un facteur cinétique, et le réfrigérant qui est à ce niveau-là va permettre de condenser les vapeurs et de les faire retomber dans le mélange réactionnel. On dit qu'il permet d'éviter les pertes de matière, que ce soit de réactifs ou que ce soit de produits. On utilise ici, vous le voyez, un réfrigérant qui a une forme précise.
il a une forme de boule. Tout simplement, on n'a pas des parois qui sont toutes droites parce qu'on souhaite augmenter la surface de contact entre les vapeurs et l'eau froide. Donc, on va choisir un réfrigérant à eau qu'on appelle également un réfrigérant à boule. Je vous laisse noter ce que je viens rapidement de vous expliquer. Bien évidemment, la sécurité va être primordiale lors d'une synthèse. Donc par exemple, si lors de ma synthèse, j'utilise le flacon d'acide acétique commercial qui se trouve là, eh bien la première chose que je dois regarder sur ce flacon, c'est ce symbole-là, qui correspond en fait à ce qu'on appelle des pictogrammes de danger. Alors, pictogramme de danger, tout simplement parce qu'il va y avoir un danger à manipuler cette espèce chimique-là. Et ce qui est indiqué ici, c'est que l'espèce qui est là va être une espèce qui est corrosive pour la peau et les yeux. Donc, ça veut dire que pour manipuler ce produit-là, eh bien, je vais prendre des précautions particulières. Notamment, je vais mettre une blouse en coton à manches longues qui va être boutonnée et je vais mettre des lunettes de protection et je vais mettre également des gants parce que j'ai le symbole, le pictogramme de danger qui m'indique que c'est corrosif. Selon le type de pictogramme, on ne va pas utiliser les mêmes mesures de précaution. On va donc regarder les différents types de pictogrammes qu'il existe. Donc les pictogrammes de danger peuvent être classifiés en deux, les dangers physiques, qui sont par exemple des produits qui vont être explosifs, inflammables, comburants, corrosifs pour des métaux, ou qui sont des gaz comprimés, liquéfiés, dissous. Et des dangers pour la santé, donc des dangers très aigus, comme toxiques, corrosifs pour la peau, les yeux, des dangers moyens, irritants, sensibilisants, danger chronique. Alors chronique, ça veut dire qu'une fois qu'on l'a ingéré ou qu'on l'a aspiré, eh bien ça va revenir même si on ne le réingère pas, le danger. Donc là, on a par exemple un produit qui est dangereux par aspiration ou par respiration. Et les dangers pour l'environnement, où on a un seul pictogramme qui nous indique que le produit donc, est dangereux pour l'environnement et plus particulièrement les milieux aquatiques ou végétaux. Donc, bien évidemment, on va adapter notre matériel à ce type de danger. Si j'ai un produit qui est inflammable, je vais me placer loin d'une source de chaleur ou d'une flamme. Si j'ai un produit qui est toxique ou qui est irritant ou qui est dangereux par aspiration, par respiration, eh bien on va manipuler sous une hotte. Si j'ai un produit qui est explosif, je ne vais pas le manipuler avec par exemple une spatule métallique qui risque de faire des étincelles. À chaque fois, donc, on va devoir adapter notre sécurité par rapport au matériel dont on dispose. Donc, une fois qu'on a réalisé cette première étape de transformation des réactifs, eh bien, on va donc pouvoir passer à la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on va maintenant isoler le produit de la synthèse. Pour pouvoir isoler le produit de la synthèse qui nous intéresse, donc il va falloir enlever les espèces chimiques qui ne sont pas désirées, l'isoler, c'est-à-dire le séparer du reste du mélange réactionnel. Séparer, ça veut dire l'extraire. Et pour cela, eh bien, en fait, ça va dépendre, la technique utilisée va dépendre de l'état physique et de comment va se trouver le produit. Donc, la première possibilité, on a un produit qui est solide et tout le reste, c'est liquide. Eh bien, alors là, c'est la possibilité, on va dire, qui nous intéresse le plus parce qu'on va avoir une méthode d'extraction qui va être la plus simple. Tout simplement, on va utiliser une filtration. Alors, il existe deux types de filtration. Vous avez cette filtration-là et celle-là. Donc ça, tout simplement, c'est ce qu'on appelle une filtration simple. On va utiliser la gravité pour réaliser la filtration. C'est-à-dire qu'on va introduire avec un bécher le mélange réactionnel. Ici, cette flèche-là, c'est le mélange réactionnel. Ce mélange réactionnel, on va le verser dans un papier filtre qui est positionné sur un entonnoir.
le tout étant maintenu vertical par une potence. Avec la gravité, eh bien, le liquide va s'écouler à travers le papier filtre, à travers l'entonnoir, et il va tomber dans un bécher et il va former ce qu'on appelle le filtrat. Le solide, lui, va rester prisonnier dans le papier filtre. Donc, si on veut isoler un solide, on fait une filtration. Le problème de cette filtration simple, c'est qu'elle n'est pas très efficace. C'est-à-dire que le solide, ici, eh bien, il ne va pas arriver à être complètement sec dans le papier filtre. Il va rester pas mal de liquide qui va l'imbiber. Et donc, c'est pas très efficace et en plus, c'est long. Donc, pour aller plus vite, eh bien, on va utiliser le système qui est là, qui est un système de filtration sous vide ou plutôt sous pression réduite. Et regardons tout de suite une petite vidéo pour voir comment ça marche. Sur cette vidéo, vous reconnaissez le matériel qui est schématisé sur votre feuille. Donc, on reconnaît ici la potence avec une pince qui va tenir donc cet élément de verrerie qui se situe ici. Cet élément de verrerie porte le nom de fiole à vide puisque c'est là-dedans qu'on va créer une dépression et donc faire partiellement le vide. Au-dessus, on a un entonnoir ici qui porte le nom d'entonnoir Büchner. On a de l'eau, ici on a un tuyau qui relie l'extrémité de la fiole à vide à un système d'aspiration par trompe à eau qui est là. En fait, on ouvre le robinet et il y a de l'eau tout simplement qui va s'écouler. Et en s'écoulant, l'eau va aspirer l'air qui se trouve dans le tuyau et donc dans la fiole à vide. Et là, nous avons notre mélange à séparer qui contient un solide et un liquide. Le but est donc d'isoler le solide qui se trouve ici du reste du mélange. Donc pour cela, eh bien, on va en premier ouvrir le robinet d'eau qui va créer une aspiration dans le filtre Büchner. Donc en ouvrant le robinet d'eau, qu'on ouvre en général assez fort, on va créer cette aspiration. Donc le filtre, l'eau s'écoule et le filtre Büchner, eh bien, on va rajouter un papier filtre à l'intérieur. Parce que là, vous voyez, les trous sont assez gros et donc le solide passerait à travers. Donc on rajoute un papier filtre à l'intérieur. Ce papier filtre, on va le mouiller tout simplement pour que le filtre adhère bien sur le contenu le Büchner. Et ensuite, on verse notre mélange. Quand on verse notre mélange, vous voyez que très rapidement, eh bien, on va avoir un écoulement d'un liquide. Alors, on verse progressivement, on ne verse pas forcément tout d'un coup. Le liquide, à chaque fois, s'écoule au niveau de l'entonnoir et arrive au niveau de la fiole à vide. À l'intérieur de notre filtre Büchner, ici, donc on va progressivement avoir le liquide qui va disparaître et on va voir le solide qui va apparaître quasiment sec. Le liquide que l'on récupère dans la fiole à vide sera le filtrat et notre solide sera ici. Cette méthode de filtration sur Büchner est une méthode qui permet d'avoir une filtration qui est rapide et qui est efficace puisque le solide ici va être quasiment sec. Bien évidemment, ce système ne fonctionne que si notre produit est solide. Si notre produit est dissous, eh bien dans ce cas-là, il va falloir en premier le faire précipiter. On dit qu'on réalise une cristallisation et ensuite on pourra revenir comme au petit 1, faire une filtration parce qu'à ce moment-là, le produit sera solide. Pour faire cristalliser le produit, eh bien, on va se baser sur des méthodes qui vont être liées à la différence de solubilité du produit à isoler en fonction de certains facteurs comme le pH ou comme la température. Et en modifiant par exemple eh bien, le pH, on va diminuer la solubilité de l'espèce à isoler de manière à ce qu'elle précipite, c'est-à-dire devienne solide. Cette opération, on va l'appeler également dans certains cas le relargage. C'est le cas par exemple où on utilise de l'eau salée pour faire diminuer la solubilité et faire précipiter notamment le savon quand on fait la synthèse du savon.
Si le produit est liquide ou également dissous dans un solvant et qu'on n'arrive pas à faire une cristallisation, eh bien on pourra réaliser une extraction liquide-liquide en utilisant une ampoule à décanter comme nous l'avons déjà vu précédemment. Pour revoir l'extraction liquide-liquide, je vous incite à regarder la vidéo qui va se trouver en dessous de votre cours. Une fois qu'on a réussi donc à extraire l'espèce chimique, elle contient souvent des impuretés et on va donc passer à la troisième étape, la purification du produit. Donc là également, pour éliminer les impuretés, eh bien on va se poser la question dans quel état physique se trouve le produit. Donc si notre produit est solide, on va utiliser une technique qui porte le nom de recristallisation. Donc comme son nom l'indique, la recristallisation implique qu'on va refaire cristalliser le produit solide. Donc pour le faire recristalliser, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par le dissoudre à chaud dans un solvant dans lequel il ne sera pas soluble dès qu'on baissera la température. Et on va choisir un solvant de manière à ce que les impuretés, elles soient toujours solubles dans le solvant utilisé. Donc, on dissout à chaud notre espèce chimique dans le solvant. Ensuite, on mélange bien. Quand on va faire refroidir le solvant, notre produit va redevenir solide. Les impuretés, elles vont rester sous forme dissoute. On pourra alors refaire une filtration et on récupérera uniquement le solide qui sera alors purifié et les impuretés vont rester dissoutes et donc seront dans le filtrat. C'est une technique qu'on va utiliser très fréquemment. Le plus difficile, ça sera de choisir correctement le solvant. Si on a un produit par contre qui est liquide et qu'on a récupéré après donc une extraction liquide-liquide, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir utiliser une distillation fractionnée. Alors il y a plusieurs types de distillation. La plus couramment utilisée est la distillation fractionnée, qui va permettre de séparer deux liquides qui sont parfaitement miscibles entre eux, mais qui ont des températures d'ébullition différentes. Donc, dans ce montage de distillation, on va utiliser donc le matériel qu'on a déjà rencontré, ici l'élévateur, le chauffe-ballon, le ballon qui contient le mélange à séparer, donc le produit qui nous intéresse et un autre liquide. Et ici, on a un nouvel élément de verrerie qui s'appelle une colonne vigreux. Cette colonne vigreux, c'est une colonne en verre qui a des petites pointes qui vont permettre de faire tomber le liquide qui va se condenser, qui va se former sur ces petites pointes, qui va le faire retomber dans le mélange. En haut, nous avons ici un montage qui est bouché contrairement au montage précédent de reflux et on a un thermomètre. Ce thermomètre va avoir pour rôle d'indiquer la température des vapeurs qui vont se trouver ici. Les vapeurs vont ensuite arriver dans le réfrigérant. Ici, vous voyez qu'on a une paroi droite, tout simplement parce qu'on veut que le liquide qui va se former quand les vapeurs elles vont rencontrer les parois froides s'écoule dans l'éprouvette qui se situe ici. Et dans cette éprouvette, on récupérera donc ce qu'on appelle le distillat. Cette méthode est à la fois une purification, mais peut également servir pour isoler directement un produit. À ce moment-là, on va avoir une seule étape qui va nous permettre d'extraire et de purifier le produit, mais uniquement si il est liquide. Donc le distillat qu'on va récupérer sera le liquide qui va bouillir le premier. C'est donc celui qui va avoir la température d'ébullition la plus basse. On parle également du liquide le plus volatile. Et l'intérêt, ça va être que notre produit que l'on cherche à extraire, ce soit celui-là qui soit présent dans le distillat. Une fois qu'on a réalisé la purification de notre produit, eh bien, on en est à la dernière étape. Il s'agit de vérifier si le produit que l'on a récupéré est celui qu'on voulait récupérer. Donc, on va pouvoir utiliser soit une chromatographie, soit on va utiliser une mesure de la température de fusion à l'aide d'un banc de Koffler. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble.
Donc vous avez ici un banc de Koffler, c'est cet instrument-là. Donc il est constitué ici d'une plaque chauffante, tout simplement, mais chauffante un peu particulière puisqu'on va avoir ce qu'on appelle un gradient de température. Ici tout simplement c'est froid, c'est à 50 degrés. Et puis au fur et à mesure qu'on augmente, c'est de plus en plus chaud jusqu'à arriver à 260 degrés. Ici on peut lire la température sur l'échelle qui est graduée ici, vous voyez bien, 260 degrés à ce niveau-là. Et on va avoir un petit index à ce niveau-là, un petit repère qui va permettre, à l'aide de la petite aiguille qui se trouve là, de savoir par rapport à la position du plan, à quel moment on va avoir quelle température. Ce banc de Koffler se nettoie avec de l'éthanol et avec du coton. On dispose de différents solides qui permettent de l'étalonner, c'est-à-dire de vérifier exactement les bonnes valeurs de température. Et ici, on a notre produit que l'on cherche donc à analyser. Donc ce produit que l'on cherche à analyser, on va le déposer sur le banc de Koffler, on va le déposer au niveau de l'extrémité froide et on va le pousser petit à petit. En poussant donc petit à petit notre solide, comme on le voit ici, alors là c'est en accéléré, c'est pour ça que ça va aussi vite. Donc en le poussant petit à petit, on va arriver sur une zone où il va commencer à fondre. Et là, à l'aide de la petite aiguille, on va se positionner sur les premiers grains qui fondent et on regardera à l'aide de l'index qui se trouve là, quelle est la température pour laquelle notre solide fond. Donc là, notre solide, il fond pour 164 degrés. À partir de cette température de fusion, on va pouvoir donc à l'aide de tables vérifier que le produit qu'on a extrait est bien celui qu'on cherche en comparant sa température de fusion. Et si on a par exemple un produit qui devra avoir une température de fusion de 160 et qu'on mesure 164, eh bien ça signifie qu'on a bien fabriqué le bon produit, mais par contre qu'il n'est pas pur. Et donc à ce moment-là, il va falloir refaire les étapes de purification.